Chapitre 7. Tournez, tournez, tournez les mots jusqu'à l'ivresse. C'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie enfin commence. Tournez, tournez et retournez les mots, faire jaillir l'invisible dans un feu d'artifice. Et toute vacillante d'avoir goûté la vie, marchez, marchez toujours dans les pas de la femme indigo. Du fond de la mémoire jusqu'à la surface, faire remonter les mots, vomir les mots, avec la parole des miens ajoutés, couche après couche, strate après strate, les mots s'empilent. À la croisée de certains chemins, des nœuds se nouent et se dénouent. Être attentif à ce qui se joue. La vie en marche quelquefois nous devance. Des mots déjà dits se redisent. Pour me retrouver moi-même, j'ai deux traces. Un double sillon où se couche ma race. Deux temps, deux espaces, deux histoires ont divisé ma vie. Toujours deux et pourtant, l'appel incessant de l'unique. Instant rêvé d'une unité retrouvée. D'abord maman Marie-Rose et puis maman Victoire. Elles sont des bouts de mon histoire. C'est plus que la vie qu'elles transmettent. Chaque parcelle de leur être est habitée par le lieu où elles vivent. Maman Marie-Rose d'abord et puis maman Victoire. Ah, maman Victoire! Pour ceux qui n'entrent guère au fond des choses, ceux qui errent dans des histoires de race et de classe, maman Victoire, c'est une chabine calazaza, peau claire et cheveux crépus. Chabine! Maman Victoire fusilla du regard quiconque l'appelait ainsi. C'est qu'à l'origine, on employait ce mot pour désigner des animaux nés du croisement d'un bélier et d'une chèvre. Aujourd'hui, chabins et chabines traînent derrière eux tout un tralala. À ce qu'on dit, chabins et chabines sont des hommes et des femmes qui ont du caractère. Assurément pourtant, lorsqu'on réfléchit, ce ne sont ni sa peau claire, ni ses longs cheveux crépus qui ont déterminé le tempérament de maman Victoire. C'est de son histoire qu'elle tient la manière qu'elle a de mener tambour battant ses affaires. Depuis longtemps déjà, maman Victoire a sa propre définition du monde. Et si elle sait parfaitement ce que les choses doivent et ne doivent pas être, c'est qu'elle a dû, comme maman Marie-Rose, lutter pour s'assurer sa place. Cependant, de réussite en réussite, maman Victoire s'est convaincue qu'elle a un joli pouvoir sur le monde. Agir à sa guise sur les choses et les êtres afin d'obtenir ce qu'elle souhaite. Et ce qu'elle souhaite est, de son point de vue, toujours le meilleur. Tout ce qui semble aller de travers, elle le contraint à aller droit. Aucune résistance, aucune contestation n'est possible. Elle n'est heureuse que quand son univers est rempli de ces transformations. Petite, maman Victoire vivait bien au chaud avec Léonie sa mère. En ce temps-là, Léonie était couturière et pacotilleuse. Aussi effectuait-elle des voyages dans les îles de la Caraïbe pour approvisionner son petit commerce. Tout tournait rond en rond pour maman Victoire. Les yeux de Léonie étaient pour elle pleins d'admiration. Tout ce que sa mère pensait, disait ou faisait avait un lien avec elle. Et puis un jour, Léonie est tombée très malade. Vers 12 ans donc, maman Victoire a atterri chez son père, un directeur d'école qui habitait une maison à 2 étages au cœur d'Intersaint-Ville. La vie de maman Victoire, chez son père, a été un long calvaire à cause de sa belle-mère, une femme acariâtre qui distillait le venin de sa jalousie dans le dos de son mari. Le visage de la petite Victoire lui rappelait chaque jour que son mari en avait aimé une autre. La fille de l'autre en plein mi-temps de son univers, elle ne pouvait le supporter. Devant le monde donc, ne rien dire de sa haine. Mais dans l'ombre, elle savait à la perfection trouver ce qui humilie et qui blesse. Combien de vexations, combien d'affronts maman Victoire a-t-elle dû supporter? Sourire dehors, couler dedans, toujours se taire. Ça vous forge le caractère. On regarde l'autre en face, certain que ces manigances apparaîtront immanquablement au grand jour. La vie est ainsi faite. Il suffit d'attendre. Pourquoi donc engager avec l'autre un combat lorsqu'il n'en vaut pas la peine?
Pour maman Victoire, les vrais enjeux étaient ailleurs. Son père l'aimait et cela lui suffisait. C'était un père qu'on pouvait suivre pas à pas, un homme comme il en existe peu, qui assume la responsabilité de ses erreurs, ne la fait jamais peser sur les autres. D'ailleurs, maman Victoire a grandi dans l'ombre bienveillante de son père et elle est devenue comme lui enseignante. Son père était un professeur de mathématiques qui avait des principes et des règles. Avec tout ça, maman Victoire avait aussi de solides bases scientifiques. Après quelques années au pensionnat colonial, maman Victoire a obtenu son brevet supérieur, un diplôme qui lui permettait à l'époque de devenir institutrice. Elle a commencé sa carrière aux Anses d'Orly, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En ce temps-là, on avait des classes d'une 50aine d'élèves et on faisait ce qu'on pouvait. Les élèves de maman Victoire écrivaient sur des carreaux d'argile rouge qu'elle se procurait à la poterie des Trois-Îlets. Peu de cahiers et de livres ornaient les étagères de la classe. Les enfants écoutaient religieusement parler la maîtresse. Ils s'imprégnaient de tous ses faits, de tous ses gestes, apprenaient des rudiments de calcul, de grammaire et d'orthographe. Souvent, ils copiaient et recopiaient les pensées des grands auteurs jusqu'à ce qu'ils puissent, des années plus tard, forger les leurs. Tous les enfants, à cette époque, aimaient à venir à leur école. L'école, c'était l'endroit où on apprenait ce qu'est la vie. Aujourd'hui, il n'est plus question de s'inspirer des maîtres. Plus grande est la capacité à contester, voire à contredire les aînés, plus on se croit avisé. Qu'apprend-on vraiment aujourd'hui, puisqu'on a un avis sur tout avant même de savoir réfléchir? Chaque matin, maman Victoire commençait par expliquer le travail du jour aux élèves les plus appliqués. Et puis la marmaille était répartie dans plusieurs groupes, les plus grands aidant les plus jeunes ou les moins forts. Ainsi, des liens d'entraide et une saine émulation étaient créés. Discipline, un mot maître dans la classe de maman Victoire. Pendant les leçons et les exercices, un grand calme régnait sur la classe. Et pourtant, ce n'était pas l'armée. Le savoir était au centre des préoccupations. Après quelques postes en tant qu'institutrice au sud et au nord de la Martinique, maman Victoire a intégré le corps des professeurs qui enseignent au collège. La physique, la chimie et la biologie étaient ses domaines de prédilection. Qu'il s'agisse de l'anatomie du rein, du cerveau ou du cœur, ou de leur fonctionnement, maman Victoire vous expliquait tout ça en 2 temps 3 mouvements. Tous les schémas devaient être impeccables et les équations chimiques bien équilibrées. En 1942, maman Victoire s'est mariée avec Alcide. C'était la guerre. Un temps où la Martinique était administrée par un haut-commissaire de la République, nommé Robert, l'amiral Robert. Tous les anciens parlent de cette époque avec effroi. Imaginez, du palais du gouverneur à la rue de la Liberté à Fort-de-France, on défilait avec des saluts fascistes. Et on vivait une vie de briques, de brocs et de trocs. C'était une ère de grande privation et de peur. Néanmoins, on trouva le moyen de célébrer comme il se doit les noces de Victoire et d'Alcide. Coupon après coupon, on avait réuni le tissu nécessaire à la confection de la robe de la mariée et celui qu'il fallait pour la réalisation du complet de l'époux. Comme à son habitude, Maman Léonie avait cousu des habits magnifiques. Pour le banquet, en usant de débrouillardise, on s'était procuré le nécessaire. La famille de Maman Léonie vivait en effet à la campagne de Saint-Joseph. Là, on ne souffrait pas autant de la pénurie que tous ceux qui habitaient Fort-de-France. On avait rassemblé quelques cochons, des cabris, des poulets, avec la complicité des voisins et des voisines, pour une noce sympathique. Une noce sympathique que l'on avait soigneusement dissimulée au contrôle de l'administration vichiste. On avait même trouvé de la farine de froment, ce qui était très rare, vu l'embargo que l'Amérique faisait peser sur la Martinique. Quelques pièces montées. Pour les alcools,
pas de problème, il y avait du rhum, et l'on pouvait confectionner toutes sortes de liqueurs avec des fruits du jardin. Le vin d'orange faisait fureur. Et puis, on avait aussi des fleurs, des monceaux de marguerites, de glaïeuls, de roses et de dahlias. Des quantités et des quantités de fleurs, dont on avait orné la salle de fête et l'église. La noce avait été parfaite. La noce avait été parfaite, mais la vie commune, un peu moins. Parfois, notre vie nous devance et parfois même, elle nous échappe. Mais comme on dit souvent, pas de mariage sans nuage. Seulement, le ciel de Maman Victoire était plus souvent que rarement à l'orage. Son ciel se zébrait de grands éclairs à chaque écart de conduite d'Alcide son mari. Ne rien laisser voir et jouer devant le monde une jolie mascarade, peine au dedans et sourire au dehors. Maman Victoire jouait devant le monde à l'union parfaite. Lorsqu'ils ont été nommés au Cambé, le bourg où je suis né, Alcide et Victoire portaient le même nom de famille, vivaient dans la même maison, tout simplement. Le récit des frasques d'Alcide était sur de nombreuses lèvres. Alcide était en effet un de ces hommes qui couchent régulièrement des récoltes de femmes dans tous les coins. Et dans les bars qu'il hantait, ce n'était pas pour rien qu'on lui donnait le surnom de sucrier des îles. Sucrier des îles, assurément ce genre d'appellation, était un label qui ne franchissait pas le seuil des belles maisons où le directeur du collège plastronnait ses belles manières. Si le secret d'alcôve était à cette époque le centre de toutes les préoccupations, les récits croustillants des escapades des petits bourgeois ne se chuchotaient qu'en contrebande, la bouche sous le bras. On savait quel homme était le mari de Victoire. Néanmoins, vers Pâques, lorsque les fidèles se réunissaient sur le parvis de l'église pour le grand feu du cierge pascal, le couple était aux premières loges. Alcide et Victoire étaient aux premières loges, comme ils l'avaient été le dimanche précédent pour recevoir leur croix de cendre sur le front. Et ils donnaient à voir au monde l'image d'une union parfaite, le mari attentif à sa femme et la femme attentive à son mari. Maman Victoire s'était accommodée à son sort. Elle avait pris le parti de ne rien dire, ni de ce qu'elle pensait, ni de ce qu'elle ressentait, et elle s'appliquait à ne pas entendre les bavardages, s'occupant à plier les choses et les êtres à sa volonté. Elle pliait à sa volonté tous les êtres qui l'entouraient, hormis son délicieux mari, évidemment. Outre son marivolage, il y avait autre chose qui obscurcissait le regard de Maman Victoire. Il y avait autre chose qu'elle n'arrivait pas à plier à sa volonté. Aucun enfant ne lui venait. Rire au dehors, pleurer au dedans. Pas l'ombre d'une descendance à qui raconter ses histoires de maman de l'eau et de compère lapin. Elle qui avait toujours voulu avoir une grande famille. Descendance. C'était un tout petit qui marchait à quatre pattes dans ses rêves. C'était un tout petit qu'elle aurait aimé voir grandir et adoucir ses heures à elle. Son enfance à chair, qu'elle aurait vu s'épanouir et continuer le chemin de la vie, marcher, marcher, marcher toujours. De ce tout petit-là, elle aurait été, s'il le fallait, et le père et la mère. Descendance. Un grand mot, comme un vaisseau à 3 ponts pour des voyages centenaires. Mais elle ne pouvait en prononcer pour elle-même une seule syllabe. Pour détourner son attention de sa souffrance, Maman Victoire se démarquait toujours. Il fallait toujours qu'elle surprenne ou même qu'elle intrigue. Les commères du Cambé, Cécilia et Julicia, celles qui expédiaient des télégrammes de haine dans tout le bourg, étaient toujours vissées à ses lèvres, mais jamais elle n'avait pu obtenir d'elle aucun indice. Maman Victoire s'appliquait à donner aux Cambéciens d'autres préoccupations que les nuages de son mariage et son absence d'enfants. À Pâques, aux côtés des traditionnels poussins jaunes, de curieuses petites bêtes roses et bleues envahissaient la cour. L'apprentie sorcière était fière de sa métamorphose. Elle introduisait un colorant rose ou bleu dans la membrane des œufs avant de le placer dans une couveuse de sa fabrication. Quel prodige! Le tour de magie était joué. Des poussins roses et bleus retenaient l'attention des Cambéciens.
Tout ce qui n'était pas banal, traditionnel, plaisait beaucoup à Maman Victoire. Toujours plier l'ordre du monde pour accomplir sa volonté. Si elle ne savait imposer à Alcide aucune limite, on peut dire qu'elle se rattrapait un peu ailleurs. Elle connaissait le secret qui faisait des floraisons extraordinaires à toutes ces orchidées, ces cattleya, ces phalaenopsis ou ces dendrobiums. Alors, au lieu de s'occuper de ses affaires, le monde admirait les fleurs de son jardin. Elles enchantaient tous les regards. Pour fasciner les Carbiciens, il y avait aussi les spectacles que Maman Victoire organisait à la fin de chaque année scolaire. Les enfants dansaient, chantaient, récitaient des poèmes. Ils jouaient même des petites pièces de théâtre que l'enseignante mettait en scène. Et on attendait toujours le tableau final, un grand feu de Bengale, bleu, rouge, vert, qui inondait la scène de sa lumière, déchaînant les applaudissements. Maman Victoire donnait de la couleur au monde. Elle organisait des vidéos de carnaval pour ses élèves et chaque année, il y avait un thème qui sortait de son imagination. À Pâques, Maman Victoire mettait en place des sorties pour toute sa marmaille. Un embouteillage d'autobus chavoyait tout son petit monde sur les plages de sable blanc du sud de la Martinique. Cela n'a l'air de rien, mais au Carbet, on a des plages de sable noir. De magnifiques plages de sable noir sur lesquelles les marins pêcheurs roulent leurs canots et font sécher leurs filets. Mais ce qu'on n'a pas chez soi semble bien meilleur. Avec les plages blondes du sud de la Martinique, Maman Victoire obtenait tous les suffrages. Les parents des élèves mettaient la main à la pâte pour la préparation du colombo de cabri ou du matoutou crabe. Tout le long du voyage, on chantait à tue-tête, on proposait des charades, des blagues. Toto était à la fête. C'est pourquoi, en dépit de la sévérité de leur maîtresse, beaucoup de Carbiciens se souviennent de quelques moments agréables. Maman Victoire menait sa classe tambour battant. C'était un autre temps. Ses principes d'éducation et ses règles. Ces règles qui, assurément, n'auraient pas pu montrer le bout de leur nez dans nos écoles d'aujourd'hui. C'est lorsqu'Alcide est mort que Maman Victoire a mis fin aux fêtes de fin d'année. Et puis un jour, elle a quitté le Carbet. Et lorsqu'elle a quitté le Carbet, elle m'a emmené dans ses bagages. A-t-on regretté le couple reformé Alcide et Maman Victoire? Je ne le sais. Après la mort de son mari, Maman, avec son habitude de transformer les choses à sa guise, s'est appliquée à lui forger une mémoire. Elle a fait d'Alcide un mort pas comme tous les morts. C'était un mort que Maman Victoire a fini à force d'artifice par rendre plus vivant que les vivants eux-mêmes. Dans notre salle de séjour, il y avait un grand portrait qui trônait. Un grand portrait aux yeux suiveurs. Alcide semblait regarder le monde d'un air moqueur. Son impeccable complet-cravate et sa pochette lui donnaient une allure solennelle. Mais il me semblait que l'effronterie de son regard contredisaient tout le reste. Certains dimanches, nous allions sur sa tombe pour entretenir sa mémoire, brosser, laver, fleurir et illuminer le monument où Alcide reposait. Cela faisait partie du train-train des dimanches de Maman Victoire et nous l'accompagnions, Maléonie, sa fille et moi. D'aucuns auraient préféré dorer sur les plages, bronzer en famille sur la tombe d'Alcide. Rien de mieux, n'est-ce pas, pour resserrer les liens que d'avoir des activités ensemble. La tombe d'Alcide. Personne ne peut ignorer la tombe d'Alcide lorsqu'on entre dans le grand cimetière qui s'étale le long du canal Levasseur. C'est un monument qui est situé au haut d'un morne. C'est un monument de marbre blanc qui imite le faste des basiliques et domine de sa superbe le troupeau terne des tombes des pauvres avec leur pourtour de conques de lambis et leur croix de bois. Aveuglant de blancheur, il appelle sans modestie le regard des passants. Pour parvenir jusqu'à la tombe d'Alcide, il faut suivre un escalier aux marches irrégulières couvert de mousse, et lorsqu'on est devant la tombe, c'est le sourire d'Alcide qui nous accueille. C'est le même portrait
que dans notre salon. Partout chez nous, Alcide est présent. Maman Victoire a conservé tout ce qui lui appartenait dans une grande armoire. Les pantalons, les vestes, les chemises et les cravates. Sous le lit, il y a même un régiment de chaussures. Pousser la dévotion jusqu'à ce point n'a rien d'extraordinaire pour Maman Victoire. Maman Victoire voulait faire d'Alcide un saint. Déjà à son enterrement, la transformation avait commencé. Une fois passé le vieux trépas, bien entendu, Alcide avait instantanément accédé au panthéon de notre bourg. Pour faire migrer l'âme du cher homme en ligne directe vers le paradis, pas moins que la cathédrale de Fort-de-France et une messe dite par l'évêque en personne. La grande église était noire de monde. Personne n'avait songé en cette époque de deuil collectif à s'offusquer que la moitié des femmes qui étaient venues pour Alcide étaient revêtues comme il sirait à des veuves de robes de deuil, de mantilles et de bas noirs. Aucune n'avait oublié d'ajouter à sa parure toute la foi et la dévotion nécessaires, mais aussi les crises de larmes à intervalles réguliers. Les yeux tournés vers le ciel, la bouche en cœur, les mains jointes, elles avaient offert à Alcide, quasi béatifié, toute la ferveur de leur voix au perché. Et elles étaient persuadées de s'en retourner l'âme pure et le péché léger. On avait même pensé la croix de la Légion d'honneur décernée à titre posthume au Saint-Homme. La femme d'Alcide était la seule à ne pas arborer ce jour-là la tenue réglementaire, les yeux rougis, le visage bouffi et des sanglots saccadés. Toutefois, une voilette répandait le mystère. Lorsque nous avons quitté le Carbet, nous nous sommes installés dans un petit lotissement situé à Chelcher. À l'entrée, il y avait une statue de Saint-Georges terrassant un dragon avec un trident. Je crois bien qu'il me fallait bien ce genre d'attirail et bien plus encore pour venir à bout de mes propres démons lorsque je suis venu habiter avec Maman Victoire. Tout n'était pas tous les jours terrible. La vie ronronnait quelquefois néanmoins chez Maman Victoire.